On salue également les gens à la maison, là, donc on a une dizaine de personnes qui sont également là, en visioconférence ce soir pour la séance de consultation publique sur les parcs et espaces verts. Ce soir, dans le fond, c'est la dernière étape du processus de participation publique là, qui a accompagné l'élaboration du plan directeur des parcs et espaces verts. J'ai eu l'occasion de rencontrer certaines d'entre vous dans le cadre du processus, donc on est heureux de vous voir ce soir. Mon nom est Stephen Hill-Paquin. Je suis coordonnateur à la participation publique pour la ville de Trois-Rivières. Je vais être animateur et modérateur pour la soirée. Pour cette activité de participation publique. Pour les gens à la maison, rapidement, les petites fonctionnalités Teams. Là, donc, vous avez le micro qui est en vert. On vous invite à le fermer pendant la période de présentation. Vous avez une caméra, comme on disait, là, c'est enregistré ce soir. Donc, si vous préférez fermer votre caméra, la fermer. Et il y a la petite main qui va être utilisée là, pour gérer la période de questions. Alors, pour qu'on puisse gérer la période de questions et également permettre, excusez-moi, donc permettre que vous puissiez la période de questions. Qu'on va gérer les micros au fur pendant qu'il y a des gens qui arrivent, ça se pourrait qu'il y ait un petit bruit parasite. Ce qui me permet de parler des règles de bienfaisance en parlant des bruits parasites. Oui, excusez. Bref, effectivement, donc si vous n'avez pas fermé vos sonneries de téléphone cellulaire, je vous inviterai à le faire. Il n'y a pas de nourriture dans la salle du conseil, puis effectivement, on va respecter les règles de bienséance et faire preuve de bienveillance et de respect dans l'ensemble des interventions ce soir pour avoir une belle soirée ensemble. Maintenant, je vais vous présenter un peu les intervenantes et intervenantes de ce soir. Donc, il y a Mme Sophie Desfossés, directrice de la culture, des loisirs et de la vie communautaire. M. Philippe Champagne, donc de l'équipe municipale, chef de division sport, événements et plein air. Et on est accompagné par la firme d'urbanisme Apur, donc Guillaume Guilbert, vice-président chez Apur, et Tristan Gagnon, qui est urbaniste chez Apur également, qui ont travaillé sur l'élaboration du plan directeur des parcs et espaces verts. Ce soir, dans le fond, il va y avoir un petit mot d'ouverture, puis ensuite, on va vraiment rentrer dans la présentation du plan directeur des parcs et espaces verts. Et ça sera suivi d'une période de discussion d'environ 1 heure où vous pourrez poser vos questions à l'égard du plan directeur et émettre vos commentaires. Donc, pour le mot d'ouverture, j'inviterai Sophie Desfossés à prendre la parole. Donc, Sophie, à toi le micro. Alors, bonsoir. Dans un premier temps, merci de vous être libéré un mercredi soir comme ça avec une si belle température quand même un peu chaude, mais merci quand même, c'est apprécié. L'exercice de ce soir pour nous, il est vraiment important. C'est la fin, ça va venir, la fin d'un processus. Je vous rappellerai que le plan directeur existait depuis plusieurs années. Pour la ville, on a quand même eu une revision en 2018, mais cette refonte-là, c'est plus qu'une revision, c'est vraiment une refonte, une mise à jour vraiment qui est considérable et votre présence est vraiment importante parce que ça va nous aider justement à s'assurer de répondre adéquatement à vos besoins, aux besoins de la population. Donc, c'est important que vous preniez part à ces échanges-là, cette consultation-là. Donc, je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est vraiment important que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je vais en profiter aussi pour souligner le travail des consultants qui vont tantôt vous présenter le plan, mais aussi les équipes villes, le comité aviseur avec Karine, Mylène qui est parmi nous, avec Steven, évidemment Philippe et aussi Pamela qui est absente aujourd'hui, mais qui est de l'équipe de l'aménagement du territoire, qui est vraiment une grande aide pour nous. Donc, c'est un travail qui a été démarré l'année dernière, donc on est sur la fin. Donc, c'est un très beau projet pour nous et ça nous permet d'accoucher avec vous de la réalisation du plan directeur. Alors, merci encore une fois. Merci, Sophie. Je vais maintenant céder la parole donc, à Guillaume Guilbert qui va rentrer dans la présentation du plan directeur. Donc, Guillaume, à toi. Excellent, merci. Bonsoir, Guillaume Gilbert. C'est une blague. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici, de nous entendre sur le travail que nous avons réalisé là, avec le comité aviseur, entre autres, avec l'ensemble des services aussi de la ville de Trois-Rivières qui ont été impliqués dans certaines activités de participation. D'ailleurs, merci aussi à l'équipe de Trois-Rivières d'avoir participé activement
rapidement là, dans l'élaboration de ce plan directeur-là. Donc, ce soir, en fait, on vous présente là, le résultat de ce travail-là. Peut-être passons à la prochaine. Donc, juste au niveau de l'agenda ou du plan de présentation là, de ce soir, on va vous faire une petite mise en contexte, là, à savoir c'est quoi en fait un plan directeur parc et espace vert. On va vous expliquer aussi le processus des activités participatives qui ont eu lieu là, pendant plusieurs mois. Il y a eu différentes activités. On va vous faire un petit résumé de ces activités-là et des résultats. Par la suite, on va aborder la question des faits saillants du diagnostic. Donc, un plan directeur, nécessairement, il faut avoir un portrait, il faut se faire une idée de quelle est notre situation actuelle qui va nous mener par la suite à des axes d'intervention stratégique, donc vers où on s'en va au terme de nos parcs et de nos espaces verts pour Trois-Rivières. Et par la suite, M. Champagne va nous faire part des prochaines étapes là, pour l'adoption du plan directeur et les étapes subséquentes. Et finalement, bien entendu, on s'entend qu'on parle d'une consultation publique. Donc, si vous avez des questions, commentaires, il y aura une période là, à cet effet-là. Donc, pour ce qui est de la mise en contexte, en fait, qu'est-ce qu'un plan directeur? Un plan, ça le dit un peu dans son titre, donc c'est un document de planification qui vise à orienter les services et le conseil municipal pour prendre des décisions cohérentes, des décisions réfléchies sur ce qui est à faire au niveau des parcs et des espaces verts pour Trois-Rivières. Donc, c'est un plan qui a un horizon approximatif d'une dizaine d'années. Donc, à partir de son adoption, on peut entrevoir que les actions qui sont prévues dans ce plan-là nous projettent là, sur un horizon de 10 ans. Et bien entendu, ce plan-là vise, comme je le mentionnais, à assurer une cohérence au niveau des interventions, donc ne pas faire nécessairement du à la pièce ou du cas par cas, mais vraiment avoir une vision cohérente pour le développement, l'aménagement, le réaménagement de nos parcs et espaces verts. Et comme je le mentionnais en introduction, ce plan directeur-là est nourri par notre réflexion, notre compréhension des enjeux auxquels on fait face actuellement. Donc, il y a une portion portrait diagnostic là, en amont de la vision et des objectifs qu'on s'est donnés. Au final, ce plan est répondre en fait aux besoins de la population et aussi on tente d'anticiper en fait l'évolution de cette population-là. Donc, une des raisons pourquoi l'urbanisme et le développement du territoire a été impliqué dans l'élaboration de ce plan-là. On est en croissance démographique, en évolution démographique, donc il faut bien comprendre qu'est-ce qui s'en vient en termes de population pour s'assurer que nos interventions vont répondre aux besoins de cette future population-là, mais bien entendu de la population aussi qui est en place. Pour ce qui est aussi des différentes étapes, donc c'est un mandat qui s'est échelonné sur environ 1 an. Là. On avait démarré le mandat à l'été 2024. Donc, la première portion du mandat essentiellement portait sur l'élaboration d'un portrait et d'un diagnostic. Et par la suite, on a entamé tout le volet vision. Donc, un plan directeur, on part d'une vision, d'un énoncé de vision qui, après ça, se décline en orientation et en axe d'intervention stratégique. Donc, on a travaillé ça à l'hiver 2025 et on est actuellement à finaliser, en fait, le plan directeur qui est à peu près terminé à 90-95 %. Et bien entendu, on veut vous entendre sur ces éléments-là. En parallèle, il y a une démarche participative là, qui a été menée de front, entre autres par l'équipe de Steven. Donc, on avait eu à l'été 2024 une séance d'information,
Et par la suite, on avait un sondage en ligne qui a été ouvert à l'ensemble de la population. On avait aussi un appel de mémoire ouvert à la population. On a fait un atelier participatif avec des organismes qui avaient été identifiés par la Ville. On a aussi tenu 2 ateliers participatifs, démarches participatives avec les citoyens, et on a tenu 2 ateliers de participation avec l'ensemble des différents directeurs, directrices des différentes directions. Et aujourd'hui, bien entendu, on a la consultation publique. Et bon, ce qui est prévu, là, c'est une adoption par le Conseil au mois d'août, mais M. Champagne vous en donnera de plus amples détails. Donc, simplement, je ne vous ferai pas un résumé de l'ensemble des résultats des différentes activités participatives parce qu'on va être ici un bon moment, mais en gros, et je crois en fait, puis Steven peut-être me corriger, mais je crois que l'ensemble des résultats sont disponibles ou vont être rendus disponibles. Oui, en fait, l'ensemble des résultats là, sont sur le site web actuellement. Donc, c'est tout accessible. Donc, ce qui est ressorti des activités participatives, essentiellement, ce sont des enjeux qualitatifs qui ont été identifiés en différentes thématiques. Donc, on avait des enjeux qui concernaient l'accessibilité, la mobilité et la cohabitation entre les différents usagers, entre autres. On avait des enjeux aussi au niveau des aménagements. Confort et organisation spatiale, des enjeux au niveau de la propreté, perception et sécurité, des enjeux ou du moins des pistes d'idées sur tout ce qui est culture, événements, appropriation des espaces par différents organismes, par différentes strates de la population et finalement des enjeux rattachés à la qualité de l'offre en équipement. Dans ces activités participatives-là, aussi au-delà des enjeux, on avait des désirs, des souhaits. Donc, on voulait, en fait, on a identifié des objectifs, si on veut, ou des orientations par rapport au parc et espaces verts de demain. Donc, on souhaite avoir des parcs et espaces naturels accessibles et valorisés. On a aussi signifié que nos infrastructures soient mises à niveau et bien entretenues. Aussi, ce qui est ressorti, bien entendu, c'est l'aménagement et des équipements accessibles et de qualité. Et finalement, une offre d'activités diversifiées et enrichissantes pour venir bonifier le dynamisme de nos espaces. Donc, pour la portion fait saillant du diagnostic, je vais passer la parole à mon collègue Tristan. Merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet des faits saillants, je vais juste mentionner avec les prochaines diapositives quelques mots sur la méthodologie qu'on a employée pour arriver à ce diagnostic. En fait, on n'a pas réalisé un inventaire complet de l'ensemble des parcs de la ville en termes de visite de site et de visite de terrain. Ça, c'est une étape qui va être réalisée ultérieurement par la ville dans le cadre du plan d'action et des prochaines étapes qui vont suivre. Et donc, on est allé avec une analyse ou un diagnostic qui est plus macro, plus global, en fait. Et pour ce faire, en fait, on a d'abord divisé le territoire en 7 différents secteurs pour tenir compte des particularités là, de chacun des différents secteurs de la ville qui sont bien différents. Ça, c'est la façon dont le document, finalement, est structuré et l'analyse est structurée dans le plan directeur. Ensuite, je mentionnerai qu'il y a une classification, tout un exercice qui a été fait pour classifier là, les parcs de la ville en différentes typologies. Puis ça, on l'a fait en collaboration avec la ville pour en arriver là, mais on a 10 typologies au total, dont 3 qui sont des parcs conventionnels ou qui sont peut-être les plus communs, si on veut. C'est ceux qu'on retrouve là, davantage dans les différents milieux de vie, puis qu'on veut, on veut essayer de répartir de façon équitable le plus possible à travers le territoire. Donc, on parle des grands parcs municipaux, des parcs de quartier, puis des parcs de voisinage. Donc, ça, c'est les 3 grands parcs conventionnels. Puis en plus de ça, on a 7 autres parcs plus complémentaires, des parcs écoles, des parcs urbains, places publiques, des parcs linéaires, des promenades riveraines, des parcs nature et puis des espaces verts.
Donc ça vient compléter un peu l'offre en typologie, puis ça témoigne en fait de la grande diversité en termes de type de parc qu'on trouve à Trois-Rivières. Donc ça, c'est un atout important à souligner pour le diagnostic. Ensuite, les vocations, quelques mots sur les vocations. En fait, ça, c'est vraiment, ça renvoie à l'identité des différents parcs. Donc, un parc peut avoir une vocation, peut en avoir deux, peut en avoir plusieurs. Mais l'important, c'est de comprendre que chaque parc est unique en ce sens et puis que l'identification puis la détermination d'une vocation pour la ville, puis aussi le respect de ces vocations, ça permet de s'assurer qu'il y a une certaine cohérence dans la planification des aménagements lorsqu'on réfléchit aux différents parcs puis à qu'est-ce qu'ils devraient accueillir. Une diapositive. Ouais, OK, je rentre dans ensuite les faits saillants du diagnostic. Donc, ce qui en ressort globalement, c'est que l'offre en termes de parc, si on la regarde en termes de superficie disponible par habitant, Trois-Rivières se positionne de façon relativement bien par rapport à ce qu'on a regardé. Donc, les comparables par rapport à différentes villes québécoises de taille comparable, justement. Par rapport aux normes, aux standards nord-américains. Puis, et voilà. Donc, ça, c'est principalement en raison de ces importants espaces naturels ou ces bonnes superficies d'espaces naturels qui sont particulièrement généreux à Trois-Rivières. Ensuite, un autre élément, bon, c'est que finalement, lorsqu'on regarde un petit peu plus près, là, finalement, au niveau des secteurs et au niveau des différentes typologies, il y a quand même des disparités ou des éléments, des bémols peut-être à apporter ou des nuances par rapport à ce constat que l'offre est globalement bonne, puisque lorsqu'on regarde, par exemple, l'offre en parc conventionnel est un petit peu plus faible dans les parcs, ces types de parcs, les parcs de voisinage de quartiers municipaux, que dans les autres grandes villes qui ont été comparées. Un autre exemple, c'est que les superficies de parcs sont plus limitées aussi dans les quartiers centraux. Donc, c'est ça, le portrait n'est pas le même à travers la ville et c'est important de le souligner. Un autre élément important, puis ça a été beaucoup ressorti lors des consultations publiques, lors de tous les différents exercices participatifs qu'on a fait, qui revient souvent, c'est que les parcs ont des équipements de plus en plus vieillissants, qui sont désuets, qu'il y a vraiment un manque au niveau de la mise à niveau. Puis les chiffres disponibles là, que la Ville nous a fournis par rapport à son inventaire, l'appui, en fait, ce constat également avec 41% des plateaux sportifs et leurs équipements accessoires qui excèdent leur durée de vie. Donc, c'est quand même une grande proportion. Puis même 27% qui l'ont excédé il y a 10 ans et plus. Donc, c'est majeur. Un autre aspect de ça, c'est que les équipements de support et en certains types d'équipements sportifs et récréatifs sont parfois insuffisants. Ça dépend des types, là, mais outre les plateaux sportifs et certains types d'équipements récréatifs, vraiment tout ce qui est installation sanitaire, des points d'eau, tout ce qui vient supporter l'offre et rendre l'expérience confortable pour les usagers, là, il y avait un petit manque général à ce niveau-là. Je termine en mentionnant que finalement, les défis d'aménagement sont multiples, sont très variés d'un parc à l'autre. Puis, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais vraiment, il y a pas de. Il y a certains parcs qui sont surprogrammés, à titre d'exemple, qui ont vraiment beaucoup de terrains de sport qui sont juxtaposés les uns à côté des autres, puis qui n'auront pas vraiment d'espace pour le rassemblement, pour le repos, pas beaucoup d'espace agréable, finalement, où on peut profiter d'une aire de verdure. Puis à l'inverse, il y a d'autres parcs où c'est l'inverse, où il y a vraiment des espaces indéfinis qui ont un certain potentiel. Donc, ça varie d'un endroit à l'autre. Et donc, les défis d'aménagement sont vraiment variés à travers la ville. Puis je termine en mentionnant qu'il y a des enjeux de sécurité, de cohabitation, de signalisation et d'entretien là, qui ont été beaucoup soulignés d'ailleurs dans les consultations.
Excellent. Donc, comme vous le voyez, on a des défis à relever. Donc, au niveau du plan directeur, en fait, on a après ça décliné notre vision en différentes orientations. Les orientations, comme je l'ai mentionné en introduction, qui vont servir à identifier par la suite des axes stratégiques. On va vous en présenter des exemples et qui vont mener à un plan d'action définitif une fois l'adoption du plan directeur. Donc, au niveau des orientations, 5 grandes orientations ont été identifiées. On a comme première orientation élever les standards d'entretien et de mise à niveau des actifs existants. Donc, en lien avec ce que mon collègue Tristan vient de mentionner, on a des enjeux au niveau de l'entretien des actifs. On a besoin, en fait, d'améliorer l'entretien de nos différents équipements et aménagements. Restructurer, comme deuxième orientation, restructurer l'offre en parc, en équipement et en infrastructure en fonction de la planification. Donc, on se dote d'un plan directeur. C'est bien entendu pour s'assurer d'une cohérence. Donc, on se doit en fait de voir les endroits où on a des enjeux par rapport à l'offre, où on a des divergences ou des contrastes entre différents secteurs. Donc, l'idée ici de venir restructurer, de réorganiser à certains égards, pas nécessairement de faire page blanche et de recommencer, mais de faire des interventions ici et là pour s'assurer d'une cohérence et d'une desserte, si on veut, équitable. Troisième orientation, renforcer la résilience climatique, la biodiversité et l'accès équitable à la nature. Je pense que tout le monde est sensible à cet élément-là. On est dans une époque où on a des enjeux au niveau des changements climatiques, au niveau de la protection, de la préservation de notre environnement. Les parcs sont en quelque sorte des poumons à certains égards. On a accès à de la nature, comme mon collègue aussi Tristan venait de le mentionner. Trois-Rivières se démarque par son offre généreuse en termes d'espace naturel, mais les parcs aussi qui ont des fonctions, des vocations sportives, récréatives, etc., peuvent aussi participer à la résilience climatique. Donc, notre troisième orientation. La quatrième orientation, améliorer l'offre, l'expérience, la qualité, l'accessibilité et la sécurité des parcs. Encore une fois, on veut améliorer ce qu'on a actuellement, on veut la bonifier, on veut s'assurer qu'on a des parcs de qualité. Donc, on a identifié cette quatrième orientation-là. Et finalement, comme cinquième orientation, assurer le dynamisme et l'appropriation des parcs et espaces verts par la population. Donc, on veut avoir des parcs, des espaces verts qui vont être appropriés, que les citoyens vont être fiers de pouvoir utiliser. Donc, on souhaitait en fait vous proposer cette cinquième orientation-là. Pour ce qui est des axes d'intervention stratégique, donc au niveau de l'orientation 1, je vous rappelle, élever les standards d'entretien et de mise à niveau des actifs existants. Ici, vous avez quatre axes d'intervention stratégique. Par exemple, comme premier axe, on parle du numéro 1, réalisation d'un inventaire complet de l'état des parcs, équipements et infrastructures afin d'élaborer une priorisation de mise à niveau et des investissements annuels nécessaires. Donc, c'est un peu ce que mon collègue Tristan vous mentionnait il y a quelques instants. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un relevé complet, un portrait complet de l'ensemble de nos installations. La ville a déjà beaucoup d'informations à ce niveau-là. Il y a des éléments à aller peaufiner, il y a des mises à jour à faire. Donc, une des premières actions, je vous dirais, ce serait de faire un relevé complet. Puis, qui nous mènera à prioriser en fait nos interventions pour savoir où sont les, entre guillemets, les urgences ou du moins les priorités numéro 1 versus où sont les parcs qui peuvent attendre un petit peu au niveau des interventions. Pour ce qui est un deuxième axe, en fait, je vous amène au point 2, donc bonification des budgets d'entretien, de mise à niveau des actifs et d'aménagement des parcs.
Encore une fois, le diagnostic est assez clair à ce niveau-là. On a des enjeux au niveau de l'entretien de nos infrastructures existantes. Donc, il y a une intention d'aller bonifier les budgets pour assurer l'entretien et le maintien et la mise à niveau de nos parcs. Et finalement, je vous amène au point 4, là, à l'axe d'intervention 4. Diversification des sources de revenus, incluant des partenariats ainsi que des mesures d'éco-fiscalité afin de bonifier durablement le fonds dédié à l'aménagement et à l'entretien des parcs. Donc, comme vous le savez, les municipalités l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, on se doit d'aller chercher d'autres entrées de revenus pour s'assurer que nos parcs puissent être à la hauteur de vos attentes. Donc, on a identifié comme axe d'intervention de diversifier, donc d'aller chercher, de sortir un peu de think outside the box, si vous me permettez l'anglicisme, pour aller chercher différentes sources de revenus pour répondre aux ambitions en fait du plan directeur. Pour l'orientation 2, donc restructurer l'offre en parc, en équipement et en infrastructure en fonction de la planification. Un des axes d'intervention stratégique a été d'optimiser en fait des investissements publics par des infrastructures multifonctionnelles, intergénérationnelles et toutes saisons. On est maintenant à une époque où on réfléchit nos parcs et nos espaces verts de façon multifonctionnelle. Donc, on tente de planifier, d'aménager nos parcs pour qu'ils puissent avoir plusieurs fonctions à des moments différents de la journée ou encore de l'année. Donc, l'idée, c'est de vraiment optimiser, maximiser nos investissements pour qu'on n'ait pas nécessairement à aller chercher d'autres espaces, mais qu'on puisse faire une pierre, deux coups, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver de multiples fonctions à un espace ou à une partie d'un espace vert ou d'un parc. Comme troisième axe d'intervention, donc la réévaluation systématique de besoins en amont de l'ajout ou du remplacement ou du retrait d'équipements et d'infrastructures dans un parc selon sa typologie et sa vocation. Donc, en lien avec l'inventaire qu'on aura fait, puis aussi en lien avec des outils qu'on a identifiés dans le plan directeur, notamment des niveaux de service qu'on appelle donc avec un minimum d'aménagement qu'on propose par typologie de parc. Bien, c'est de voir, dès qu'on fait une intervention, de réévaluer l'aménagement et d'identifier ce qui pourrait être manquant au sein de ce parc-là et après ça, de faire une conception, une planification pour réaménager ou intégrer des nouveaux aménagements ou équipements. Je vous amène aussi au point 4, donc diversification et mise à jour des équipements dans les parcs de quartier et les grands parcs municipaux en lien avec les besoins et les tendances, tout en misant sur le choix d'équipements durables. Comme mon collègue Tristan le mentionnait, les grands parcs municipaux et les parcs de quartier sont des espaces qui sont assez structurants au niveau de leur rayonnement. C'est des parcs qui ont, si on veut, une importance un peu plus élevée par rapport à certains autres espaces. Donc, on veut s'assurer, en fait, qu'on vienne diversifier ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces parcs-là pour aussi leur donner une notion de complémentarité là, entre certains espaces. Et bien entendu, bien, on veut faire des choix éclairés, des choix durables qui vont perdurer dans le temps, qui ne nécessiteront pas nécessairement des remplacements à court terme. Pour ce qui est de l'orientation 3, donc renforcer la résilience climatique, la biodiversité et l'accès équitable à la nature. Donc, un des axes d'intervention, donc le premier, application de la norme 330-300 comme principe directeur. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec cette norme-là, en fait, ce que je peux le résumer ainsi, c'est que lorsqu'on sort de chez soi,
on doit apercevoir au moins 3 arbres. On doit aussi, en tant que ville, tenter de couvrir notre territoire avec une canopée d'au moins 30 %. Donc, la canopée, c'est la projection des arbres au sol, là, si on veut. Là. Donc, on tend à obtenir une canopée à 30 % de la superficie de notre territoire. Donc, bien entendu, les parcs sont un endroit idéal pour planter des arbres et augmenter cette canopée-là. Et le 300, en fait, c'est une distance. Donc, on se dit qu'à 300 mètres, on devrait avoir accès à un parc ou à un espace vert. Donc, c'est un élément quand même qui est essentiel pour notre plan directeur. On veut s'assurer que l'ensemble de la population puisse avoir accès à des espaces de récréation, des parcs et des espaces verts. Je vous amène aussi à l'axe 3, donc intégration de mesures visant à atténuer les effets des îlots de chaleur dans les secteurs les plus touchés. Donc, suite à notre analyse justement du territoire, ça faisait partie de notre diagnostic. On a constaté, puis c'est des éléments aussi qui ressortent là, dans vos documents de planification, là, que ce soit au niveau du plan d'urbanisme ou même au schéma d'aménagement, mais ce sont des endroits, pour ceux qui sont moins familiers aussi avec les îlots de chaleur, donc des endroits où généralement on est dans un territoire plus minéralisé, là, aires de stationnement, bâtiments de grande superficie avec des toits qui sont souvent plus foncés, qui fait en sorte que la chaleur ambiante, en fait, la température ambiante est plus élevée que ce qu'on pourrait retrouver dans des contextes là, où la végétation est plus généreuse. Donc, nécessairement, encore une fois, les parcs et les espaces verts sont des endroits qui peuvent aider à lutter les îlots de chaleur. Et il y a des interventions là, qui nous permettront, si on veut, d'accélérer la lutte contre les îlots de chaleur si on intervient directement dans nos parcs. Et je vous amène aussi à l'axe 5, donc amélioration de l'accès aux rives et à des milieux naturels de qualité. On a déjà des bonnes bases à ce niveau-là, mais on peut toujours améliorer notre situation. Trois-Rivières, on est bordé d'eau, donc profitons de cette situation-là et essayons de bonifier notre accès à nos rives. Les milieux naturels, on en a beaucoup. On en a déjà un bon nombre de préservés. Assurons-nous que ces milieux-là puissent être accessibles pour certaines activités. Pour ce qui est de l'orientation 4, donc améliorer l'offre, l'expérience, la qualité, l'accessibilité et la sécurité des parcs. Je vous amène à l'axe 1, donc prise en compte lors de la conception des parcs et espaces verts du milieu d'insertion, des qualités du site, de l'expérience des personnes fréquentant les parcs, ainsi que de la qualité et de l'esthétique des aménagements et des infrastructures. Donc, lorsqu'on a des interventions, lorsqu'on a des parcs, des nouveaux parcs à concevoir, ou si on a des parcs existants à réaménager, de s'assurer de prendre en considération le milieu dans lequel on s'insère, les besoins de la population, on fait affaire avec quelle sorte de population, là, ça se dit pas très bien, mais quel groupe, quel milieu de vie, quel quartier on fait face. Donc, considérer ces éléments-là dans la conception. Pour ce qui est de l'axe 2, donc développement et mise aux normes des installations sportives et d'accueil pour permettre la tenue d'événements sportifs tant au niveau local, régional que provincial, plaçant Trois-Rivières comme destination événementielle de choix au Québec. Donc, on est quand même une ville considérable au Québec. On a aussi des équipes sportives qui ont une renommée. Puis, on veut s'assurer que l'engouement pour les différents sports puisse perdurer. Et bien entendu, on a déjà des installations, en fait, qui sont déjà adaptées à plusieurs événements, mais on veut continuer dans cette orientation-là. Pour ce qui est de l'axe 3, donc intégration des besoins de la population et des organismes partenaires lors de la planification et de la conception des parcs et des espaces verts.
C'est un élément important. D'ailleurs, la démarche d'élaboration du plan directeur l'a démontré. La population, on veut qu'elle soit impliquée. Les organismes, on veut qu'ils soient impliqués. Vous connaissez ce dont vous avez besoin. Donc, lorsque viendra le temps de faire de la conception, de la planification d'espace, il y a une intention d'inclure la population dans cette réflexion-là. Et finalement, l'orientation 5, donc assurer le dynamisme et l'appropriation des parcs et espaces verts par la population. Encore une fois, je vous amène à l'axe 1, donc développement d'actions concertées afin d'intervenir sur les enjeux de cohabitation sociale et favoriser l'inclusion et le sentiment de sécurité dans les parcs et espaces verts. Ce qui recoupe un peu ce que je vous ai mentionné il y a quelques instants. L'idée, c'est de s'assurer que les interventions assurent une meilleure cohabitation et une cohésion sociale au sein des parcs et espaces verts. Pour ce qui est du deuxième axe, donc mobilisation des partenaires, des organismes et de la population dans l'appropriation et l'utilisation sécuritaire des parcs et dans l'offre d'une programmation adaptée qui répond aux besoins des usagers. Encore une fois, ces espaces-là, c'est pour la population, c'est pour les résidentes, les résidents. Donc, on veut que l'ensemble de la population puisse s'approprier les espaces. On veut ainsi que les organismes qui profitent de ces espaces-là, qui voient les parcs comme étant des opportunités pour des activités de toutes sortes, soient impliqués, mobilisés pour qu'on puisse leur offrir des espaces adéquats. Et finalement, je vous amène à l'axe 4, donc soutien des événements dans les parcs qui génèrent des retombées économiques et touristiques porteuses pour la ville et sa population, ce qui recoupe en quelque sorte ce que je mentionnais au niveau des activités sportives, mais on va au-delà des activités sportives. Donc, on veut mettre à la disposition de différents événements, certains parcs, pas nécessairement l'ensemble des parcs, mais certains parcs ou espaces qui pourraient permettre la tenue d'activités ou d'événements à portée touristique et pour pouvoir bénéficier, bien entendu, aussi des retombées économiques. Donc, c'est ce qui résume ma portion. Oui, merci, M. Gilbert. Je vais donc céder la parole à Philippe Champagne qui va conclure puis nous parler un tout petit peu de la suite des choses là, à partir de la séance de consultation publique de ce soir. Donc, Philippe. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. En fait, comme vous voyez, c'est tout un chantier qui va s'opérer dans les prochaines années. Naturellement, ce chantier-là ne se fera pas seul. Il y a déjà des structures qui sont déjà mises en place depuis quelques années pour améliorer la concertation entre les différentes directions. Parce que vous le savez, c'est pas le fait des loisirs, c'est pas le fait uniquement de l'aménagement, de l'environnement, des travaux publics. C'est vraiment un travail concerté de chacune de ces directions-là qui donne des résultats. Donc, il y a un comité Action Parc qui a été mis en place il y a déjà quelques années, il y a environ 5 ans, qui a élaboré et qui a réalisé déjà plusieurs projets. Ça a amélioré beaucoup certains parcs, modules de jeu, entre autres. On a plusieurs investissements dans de nombreux parcs et c'est pas fini. Également, un comité Action Plein Air qui est le petit frère ou la petite sœur du comité Parc qui a comme mandat davantage de rendre accessibles des endroits, des sentiers plein air, un peu comme la rivière Millette qui est bien connue, pour les redonner aux citoyens, le tout en concertation puis en consultation autant des directions que des partenaires ou des organismes du milieu. Donc, le travail qui reste à faire avec ces deux comités-là, c'est naturellement d'élaborer des actions concrètes qui vont s'arrimer aux orientations que vous avez vues ce soir ainsi que les axes stratégiques. Par la suite, ce plan d'action-là, naturellement, sera fait en collaboration autant avec le volet citoyen que celui des partenaires ou des organisations. Restera à définir la façon dont on va valider et monter l'ensemble de ce plan d'action-là. Mais assurément que pour ceux qui ont de l'intérêt pour les parcs dans les années à venir, on va se reparler, on va se rencontrer encore, puisque, comme
comme l'a dit Guillaume, un fait très important dans l'élaboration du plan directeur, c'est justement de jauger l'impact qu'a ces changements-là et les projets sur les citoyens, les organismes et les partenaires. Donc, ça fait partie intégrante de notre démarche. Pour la suite, vous voyez, on est à 90% du plan directeur, ce qui veut dire qu'il reste un travail encore possible, environ 10% de rédaction, d'où l'intérêt d'être là ce soir pour recueillir certains commentaires, valider s'il y a des angles morts qu'on aurait oubliés à l'intérieur de ce plan directeur-là qui est très complet. Par la suite, il y aura adoption par le Conseil quelque part à la fin de l'été ou début de l'automne pour valider le plan directeur officiellement et s'en suivra le plan d'action comme je vous ai parlé tantôt. Donc, sur ce, merci encore une fois de votre présence. C'est essentiel à la démarche. Merci à Guillaume, merci à Tristan de votre collaboration et de votre connaissance dans le domaine. Et merci encore une fois au comité aviseur qui a été source d'inspiration et de motivation, le catalyseur qui nous sert à avancer et à se rendre au bout de là où on veut aller avec le plan directeur des parcs. Merci. Merci, Philippe. On va donc entreprendre la période de discussion. Merci à tous pour votre attention. C'est ce qui conclut un tout petit peu la période de présentation. On va maintenant donc entreprendre une période de discussion d'environ 60 minutes. Les personnes qui souhaitent poser une question sont invitées à se présenter au micro. Mon collègue Benjamin est en train d'organiser tout ça. Pour les personnes à distance, il est également possible pour vous de participer à la période de discussion. Donc, on vous invite là, à utiliser la petite main là, qui est en 1 pour les tours de parole. Et lorsque ce sera votre tour, là, vous aurez juste à ouvrir votre micro, vous pourrez prendre la parole. On va bien vous entendre en salle également. Ce qui m'amène à parler également pour les gens qui vont prendre la parole en salle, pour que les gens à distance vous entendent bien. C'est important de bien parler dans le micro. Donc, en ce sens-là, parler de façon claire, succincte. Bien sûr, on reste respectueux en tout temps. Et également, pour le bon déroulement de la période de questions, on vous demanderait avant chacune des interventions de dire votre nom clairement pour qu'on puisse le consigner et faire les suivis adéquats si besoin se fait sentir. Donc, merci à tous. Je vais arrêter le partage d'écran pour améliorer la visibilité. Puis, j'invite les gens là, qui ont des questions à se présenter au micro ou à lever votre main. Vous pouvez vous présenter au micro, monsieur. En attendant, je vais prendre une question à distance. J'ai Mme Joanne Rochelot qui avait une question. Je vous invite à rouvrir votre micro, Mme Rochelot. Bonjour tout le monde. Moi, ma question est relative à la participation citoyenne qui a eu lieu en novembre, les 17 et 26 novembre dernier, à Trois-Rivières-Ouest. Il y avait plusieurs sujets qui avaient été abordés par les participants, tels que pour le verdissement, de mettre, d'éviter le gazon et puis de planter davantage de fines herbes ou de thym ou de fleurs sauvages et de mettre des arbres fruitiers dans les parcs et je vois qu'on ne le trouve plus. Il y avait aussi été question de permettre l'accès gratuit à l'île Saint-Quentin, donc la gratuité, l'accès à l'eau. Ça non plus, on le voit on voit que c'est mentionné au début du plan directeur, mais on voit pas ça transparaître dans les grandes orientations. Puis aussi, la dernière chose que je vois, c'est qu'on avait parlé de vie citoyenne, donc qu'il n'y ait pas juste des activités qui soient pour les enfants, mais qu'il y ait aussi des activités qui soient pour les personnes âgées. Et je ne retrouve pas ces axes-là, je ne retrouve pas mention de ça dans le nouveau plan directeur. Et je me demande pourquoi ça n'y est plus, parce que je me souviens quand on avait mentionné l'accès gratuit à l'île Saint-Quentin, il y avait eu un tonnerre d'applaudissements, là. Merci, Mme Rochelot. Je vais d'abord inviter M. Gilbert pour les différents éléments en lien avec le plan directeur, là. Donc, certains éléments qu'on retrouve peut-être moins dans le plan directeur ou que... Oui, merci pour votre question-commentaire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de ce qui a été identifié actuellement dans le plan directeur, ce sont des axes d'intervention stratégique qui demeurent
plus générale. Par la suite, en découlera des actions plus spécifiques. Donc, ce que vous mentionnez, la plupart m'apparaissent comme des actions plus spécifiques. Mais on note bien la question là, au niveau du verdissement. C'est des éléments quand même qui se retrouvent là, dans les axes d'intervention stratégique par rapport à l'orientation 3. Puis, par rapport à la question des événements, bien entendu, on est dans l'orientation 5 là, par rapport à assurer le dynamisme et l'appropriation des parcs. Donc, les éléments que vous avez mentionnés vont nécessairement être intégrés ou du moins réfléchis, pris en considération lorsque le plan d'action détaillé sera produit, qui va être en fait inspiré ou du moins orienté par les orientations et les axes d'intervention stratégique. Donc, ce que vous mentionnez, ce sont des éléments qui sont un petit peu trop détaillés par rapport à où on en est rendu dans le plan directeur. Je vous rassure, Mme Rochelot, et puis je vais le lire pour vous assurer, c'est dans l'orientation 3, effectivement, l'axe 2, déploiement d'infrastructures vertes et diversification de la végétation dans le réseau des parcs. Ce que vous avez mentionné, c'est exactement ça et c'est une des actions qui sera ciblée dans les prochaines années de diversifier justement le type de végétation qu'on retrouve dans nos parcs. Et les arbustes fruitiers font partie de cette action-là qui pourra être mise en œuvre dans les prochaines années. Madame Desfossés, je crois que vous vouliez aborder la question de l'île Saint-Quentin. Ben, je ne veux pas l'aborder trop longtemps, là, mais je veux juste vous dire que Ville, on a un enjeu à l'égard de la gratuité à l'île Saint-Quentin, c'est que c'est un site qui est commercial, ce qui signifie qu'il y a un enjeu de fiscalité. La journée où on donne une gratuité, on doit retourner au gouvernement plus de 2 millions. C'était 2 millions il y a quelques années parce que c'est la partie TVQ qu'on a économisé, pour laquelle la Ville n'a pas eu des frais quand est arrivé l'aqueduc égout. Et là, avec l'arrivée du nouveau pavillon, ça vient aussi faire augmenter la valeur que la Ville a économisée. Donc, c'est vraiment un enjeu fiscal. Ce n'est pas une mauvaise intention de la part de personne, parce que tout le monde aurait l'intention de la gratuité, mais il y a un impact majeur sur le portefeuille de la Ville et des citoyens. C'est la raison. Fait que je ne vais pas plus loin dans l'explication. Parfait, merci. Monsieur, je vous invite à vous présenter au micro. On va le monter un peu. Bonsoir, oui. Votre nom, s'il vous Je me plaît. présente, oui. Jean-François Comeau. Je suis un résident du quartier Sainte-Cécile, secteur Trois-Rivières-Centre. Je suis papa de 2 enfants, 5 et 8 ans. Donc, les parcs, je connais ça. On a la bougeotte aussi, on se promène beaucoup, le Gatineau, Sherbrooke, Québec, Montréal, plus récemment Vancouver, Toronto. Des parcs, on en voit un peu partout. Je constate qu'à Trois-Rivières, bon, il y a un certain retard, là, puis il y a beaucoup de défis à relever, comme vous le mentionnez. Suite à la lecture du plan directeur, après la lecture des premières pages, j'avais le sentiment qu'il y avait des enjeux qui n'étaient pas exprimés ou exprimés assez de façon suffisante, comme par exemple un inventaire plus exhaustif des infrastructures avec leur taux de vétusté. Alors, je me suis donc lancé dans une reformulation puis une refonte de plein de sections pour me rendre compte, 3 heures plus tard, que tout était bien exprimé et de façon claire dans les orientations. Alors, bravo pour ça. Je trouve que le plan est béton. Je me suis rendu juste comme trop tard à la partie orientation, mais tout est là, clairement exprimé. Mais là, vu le temps que j'ai investi dans cette démarche, j'avais quand même le goût de vous proposer 2 suggestions, somme toute mineures. D'abord, dans la section 4, revue des tendances. Personnellement, ce n'était pas une section qui me faisait vibrer tant que ça. Puis ce n'est pas non plus ce que je constatais au cours de mes différentes escapades. Il y a des thèmes comme la durabilité écologique. On parle de gazon tantôt, mais l'utilisation de plantes, de végétaux indigènes, moins d'entretien, puis plus pérennes, le verdissement équitable, oui. La participation citoyenne, on est dedans. Design apaisant, inclusion sociale. Alors voilà, tout ça est bien présent dans les orientations puis dans le discours qu'on a eu ce soir.
mais je trouvais que dans les tendances, ça ne se retrouvait pas là. Puis je trouve que si on le mettait là, ça viendrait comme appuyer les orientations. Simple suggestion. Puis deuxième et dernière suggestion, c'était par rapport à la section 5, dans les portraits des différents secteurs. Trois-Rivières-Centre, là, il était mention que il y avait le manque était là de parcs et d'espaces verts là, pour Trois-Rivières-Centre, mais que ce manque-là était compensé par une large proposition de parcs urbains ou de parcs autres. Mon cœur je ne sais pas c'est quoi le gentilé de Sainte-Cécile, mais le mot, mon cœur de citoyen du centre, le mot compenser me faisait vraiment tiquer, me faisait mal parce que d'aucune façon on peut compenser le manque de parcs et d'espaces verts. Alors, peut-être une simple reformulation. Je comprends bien l'intention derrière le mot compenser. On voulait probablement faire preuve de nuance, mais bon, on est dans les petits micro-détails. Vu le temps que j'ai mis à me mettre le plan directeur en tête, par le mâcher, je me permets de faire ces remarques-là. Sinon, bravo, tout est super bon. J'ai préparé un document, mais bon, version papier, ça vaut ce que ça vaut. Là. Si jamais je peux vous transmettre ça par courriel, là, éventuellement. Absolument, vous viendrez nous voir après, puis on organise. Génial, bravo. Document. Il n'y a pas d'angle mort tant que ça, à ma connaissance. Bravo. Merci beaucoup. Un instant, je vais vous prendre après. J'ai une intervention en ligne, puis ensuite, je ferai venir au micro, monsieur. Madame, en ligne, j'ai nom de famille, j'ai Jeanne Campeau. Oui, bonjour. En fait, j'ai conclu en fait par vos interventions que vous aviez envie d'augmenter la présence d'espaces verts à Trois-Rivières. J'avais une question pour vous. Donc, c'est comment est-ce que vous envisagé la création de nouveaux parcs selon l'orientation 3 qui vise la préservation de la biodiversité? Merci pour votre question, Mme Campeau. Oui. Si je peux me permettre, en fait, il y a toute une équipe à l'aménagement et à l'environnement qui travaille avec nous. Naturellement que de façon plus précise, on pourra le voir détaillé lors du plan d'action, mais c'est certain qu'on va se fier largement à l'expertise de nos gens à l'environnement et à l'aménagement pour nous guider dans les meilleures tendances qui existent au Québec, mais également selon, comme disait Guillaume tantôt, le principe, le 330-300 comme principe directeur. C'est vers ce principe-là qu'on souhaite aller. Présentement, vous comprendrez qu'on en est qu'au tout début du processus. Donc, comment on va intégrer le volet environnemental qui fait partie de la gestion des parcs, c'est une grosse orientation en soi qui va être à discuter et à définir avec nos experts à l'environnement à la ville. Est-ce qu'on compte enlever, en fait, des arbres pour créer d'autres espaces verts qui sont aménagés ou est-ce qu'on compte plutôt créer des espaces verts à l'intérieur, justement, des forêts qu'on a présentement à Trois-Rivières? Ça, c'est ma première question. Ensuite de ça, est-ce qu'on compte déminéraliser, comme dans le plan d'action environnementale qui a été remis récemment, auquel je suis allée voir à la séance du Conseil? Est-ce que vous pouvez m'éclairer à ce sujet-là, s'il vous plaît? En fait, d'aucune façon, il est question d'enlever des arbres. Tout au contraire, on essaie toujours de préserver les espaces que nous avons puis de travailler avec le contexte qui est celui qu'on a. C'est toujours vers un minimum d'intervention avec lequel on travaille, autant du volet plein air que du volet parc. Donc, même si nos collègues à l'environnement ne sont pas là, c'est pas gênant de le dire puisque seulement faire tailler des arbres, c'est un enjeu et c'est plutôt difficile à convaincre nos collègues de l'environnement. Donc, ce n'est pas du tout dans les cartons d'en faire moins. Pour la déminéralisation des sites, assurément que ça fait partie intégrante. Ce que vous avez nommé la politique qui a été mise en place va être au cœur de cette orientation-là qui va servir à monter le plan d'action à venir. Il y a des sites qu'on connaît déjà, puis je vais nommer le parc de l'Exposition. On sait que c'est un site extrêmement minéralisé. Depuis
depuis les dernières années, il y a eu plusieurs efforts très concrets en collaboration avec les partenaires, les organismes et les utilisateurs du site pour essayer de faire ce qu'on peut avec ce site-là qui est assez particulier puis qui récolte beaucoup d'eau à chaque année dès qu'on a des grandes ondées qui nous tombent sur la tête. Ben, c'est un site qui est particulièrement touché. On en est bien conscient, mais la solution n'est pas toujours aussi facile et ça nécessite du temps et des investissements. Mais l'intérêt est tout là, je vous l'assure. Merci beaucoup. J'ai monsieur ici, oui. Je vous invite à vous présenter au micro. Oui, bonjour. Mon nom est Richard Marcouillet, résident du 904 rue Sainte-Julie. Qu'est-ce qui est bien étonnant, c'est que les fins de semaine, on n'a pas le service d'autobus aux demi-heures. Puis des chauffeurs, il y en a en masse, là. Écoutez, là. Je comprends votre préoccupation, là, mais par contre, en lien avec les parcs et espaces verts, je la comprends un tout petit peu moins. Est-ce que vous aviez des commentaires à l'égard des parcs et espaces verts? Oui, c'est correct, ça. Ça, c'est bien correct. C'est correct. Ça, surtout pour les transports. On note votre préoccupation. C'est peut-être pas la meilleure place pour la déposer, par contre, mais c'est noté là, que vous avez cette préoccupation-là. Merci. OK, merci. J'ai une intervention à distance. Madame Lily Monette, Crépeau. Oui, salut Steven, on s'est déjà rencontrés. Contente de te voir. Ma question, c'était, dans le fond, c'est une question que j'ai déjà envoyée au 3-1. C'était un peu relié à ce que Jeanne disait, mais pas tout à fait. C'est relié, dans le fond, moi j'habite à Trois-Rivières-Ouest, puis on a un gros problème d'îlot de chaleur. Prendre une marche de 5 minutes, il n'y a aucun arbre, il y a juste des arbres sur les terrains privés. Et donc, il n'y a pas de trottoir non plus. Et donc, j'avais envoyé un article du Devoir par rapport justement au changement climatique, à avoir moins d'îlots de chaleur. Est-ce que, par exemple, rajouter des arbres sur les trottoirs ou rajouter des trottoirs ou juste qu'il y ait plus d'ombre et d'arbres à travers la ville, à travers les quartiers, ça fait partie du plan des parcs? Oui, ben en fait, c'est sûr qu'au niveau du plan directeur Parc et Espace Vert, le mandat, ou du moins le territoire d'application est essentiellement les parcs, les terrains qui sont identifiés comme étant des parcs ou encore les terrains qui sont identifiés comme étant des espaces verts. Donc, ça ne touche pas nécessairement l'ensemble du domaine public, incluant les rues. Toutefois, au niveau des parcs, comme on le mentionnait à l'orientation 3, là, il y a définitivement des intentions de participer en fait à la lutte contre les îlots de chaleur au niveau de l'aménagement des parcs. Donc, que ce soit de réduire les surfaces minéralisées, que ce soit de planter davantage de parcs d'arbres. C'est des interventions là, qui ont été identifiées. Puis par la suite, ben, il y aura des actions plus spécifiques par rapport à cet élément-là. Mais c'est sûr qu'au niveau des parcs, il y a un intérêt à ce qu'ils jouent un rôle important là, pour la lutte contre les îlots de chaleur. Philippe? Ben, je voulais juste mentionner qu'effectivement, on connaît bien notre ville. Ce que vous mentionnez, on le prend en note, bien que ce n'est pas dans la gestion des parcs, mais bien un facteur d'aménagement. On pourra le rapporter à nos collègues avec qui on travaille conjointement à l'aménagement avec votre commentaire par rapport aux arbres, d'avoir davantage d'arbres dans ce secteur-là. Je peux me permettre pour travailler sur plusieurs démarches. Je travaille également sur la démarche entourant le plan climat de la ville. Donc, je peux t'assurer que cette question-là du verdissement des bordures de rue, etc., est à l'étude. Là. Pas dans le cadre du directeur des parcs, mais dans le cadre du plan climat notamment. Là. Ça fait partie des préoccupations. Donc, avant d'arriver, parce que j'ai Mme Rochelon en deuxième tour de questions, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens en salle qui avaient des questions? Oui, monsieur? Il y avait une dame? OK, oui, je n'avais pas vu. Parfait. Désolé, je ne vous avais pas vu. Oui, parfait. Bonjour. Bonjour.
Mon nom est Jean-Marc Bouchard. Bonjour, Steven. On s'est vu à quelques reprises sur des projets. Bonjour, Danny. Moi, j'ai quelques questions, mais je pense que c'est des réponses qui vont être assez courtes. La première, c'est quel est le... avant de commencer, juste dire félicitations à ceux et celles qui ont travaillé sur le plan directeur. Je l'ai lu et c'est vraiment très bien fait. Donc, félicitations à tout le monde. Un excellent plan. Maintenant, j'aimerais savoir la différence entre le budget actuel d'entretien et d'entretien des parcs versus ce que ça va prendre pour mettre en place le plan directeur. On parle de quelle différence? Est-ce que c'est énorme? Parce qu'on sait que tout le monde est un peu frileux sur l'augmentation des taxes. Donc, Sophie. Je prends la parole, mais j'avoue bien honnêtement que ma réponse va vous déplaire parce que moi, j'ai comme compréhension qu'il va falloir évaluer dans les actions, à partir du plan d'action, ce qu'on va devoir recommander par la suite au conseil municipal. OK. J'ai pas de montant à vous chiffrer ce soir, mais on sait clairement, quand on a fait la présentation aux élus, ils ont compris qu'il y avait quand même beaucoup d'investissements à mettre. Oui. Mais le montant, on va devoir le travailler. On a déjà les indices de vétusté. Oui. On a un bon travail de fait. Il va falloir être conscient aussi de l'impact que ça peut avoir sur le compte de taxes. Donc, il y a tout ça à tenir en compte. Parfait. Donc, vous êtes au courant que... On est clairement au courant, puis oui. le conseil aussi est au courant. Oui, parce que la présentation a été faite également aux élus la semaine dernière. Donc, ils sont au courant de la même démarche qu'on vient de vous présenter. Ils l'ont eu également la semaine dernière. Donc, eux autres, ils l'ont entendu et ils en sont conscients également. Merci. Une autre question, c'est l'inventaire complet. Ça va prendre... Est-ce qu'il y a une prévision de combien de temps ça va prendre? Ben, en fait, c'est déjà commencé depuis quelques années. Je vous dirais depuis 3 ans, 3 ou 4 ans, il y a ce qui s'appelle la gestion des actifs, Oui. qui a commencé à faire le tour de l'est en ouest de la ville. Naturellement, c'est un travail assez exhaustif Oui. parce qu'il y a beaucoup de composantes dans les parcs, mais c'est déjà commencé et justement, comme disait Sophie, avec l'état de vétusté, c'est à ça que ça va servir, en fait, d'avoir un portrait général de l'état de vétusté des différentes composantes et infrastructures dans les parcs pour arriver à avoir un montant annuel à investir pour maintenir l'état de vétusté à un niveau qui est acceptable. Donc, le travail est déjà commencé, à savoir où est-ce qu'ils sont rendus. Je vous dirais qu'ils sont aux 3/4 de la démarche, assurément. Il y a des secteurs qui ont été priorisés. Entre autres, on a quand même un bon topo de tout ce qui s'appelle module de jeu dans la ville de Trois-Rivières et ça fait déjà 4 ans qu'on se fie sur le modèle pour être justement capable d'investir et de changer les modules de jeu. Naturellement que l'est de la ville est plus vétuste puisqu'on a davantage de temps à rattraper de ce côté-là que ce qu'on a présentement à l'ouest de la ville. Donc, c'est normal, mais on s'en vient de plus en plus vers l'ouest de la ville avec la rénovation de certains projets, avec des grandes réflexions de parcs. Là. Fait qu'on a déjà quelque chose en main, mais ce n'est pas complet encore. Excellent. Merci. J'ai une dernière question. Puis une dernière? Oui, ouais, une dernière. Parce que j'ai 3-4 interventions. OK, d'accord. Bon, ben, je vais y aller avec, à ce moment-là, pas une question, parce que le comment, je pense que vous allez être capable de le faire, mais c'est juste une suggestion. J'ai vu, pas plus tard qu'hier, qu'il y a une entreprise, je pense à Montréal, vous venez de parler d'îlots de chaleur. Et j'ai vu, je pense qu'il y a 100 ou 150 abribus ici à Trois-Rivières. Il y a des cassettes d'abribus de toit vert qui font réduire les îlots de chaleur. Alors, c'est une suggestion comme ça de regarder ça. C'est vraiment un toit vert là, avec de la verdure sur les abribus. Alors, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant à regarder pour réduire les îlots de chaleur. Merci. Merci, M. Bouchard. Puis je peux vous dire, M. Bouchard, que j'ai un collègue qui, dans le cadre de la discussion des plans climat, m'a envoyé ce clip-là. Donc, il y a quelqu'un qui a écouté le même bulletin de nouvelles que vous. Je pense que j'ai 4 interventions. J'avais madame ici. Est-ce que vous aviez une intervention? Non. OK, donc ça fait 3. 3, oui, exact. Donc, madame en premier, ensuite monsieur, et j'ai 2 interventions ici. Parfait. Oh, oui, il va falloir baisser le micro. Oui, c'est pas grave. Bon, Hélène Gouron, le district Les Rivières. J'habite dans le district Les Rivières et je fréquente le parc Lambert.
Votre plan m'a donné des vertiges. J'ai trouvé ça beau. Ça m'a donné des vertiges parce que quand on regarde le budget de la ville, pour les parcs, c'est le plus petit budget, 5,9 % pour 2024 sur 3 82 000 et des poussières. Que je me dis, j'assiste aux réunions régulièrement. Je le sais que la ville a de la misère financièrement. Je le sais que ça va être difficile. Puis je me dis, je le sais que dans la vétusté, le parc Lambert en a beaucoup. Moi, je le fréquentais. Maintenant, je le fréquente moins parce qu'on ne remplace pas les équipements qui sont brisés. Actuellement, il y a un module pour les enfants qui a été pas cadenassé, mais presque. Puis, donc, ce qui veut dire qu'il est là depuis le printemps, puis les enfants n'auront pas accès cet été parce qu'il n'y a pas d'argent pour le rénover ou le réparer, je ne sais pas trop. Mais vous allez devoir vous battre pour votre plan parce que c'est ça qu'on a besoin. À Trois-Rivières, on a une centaine, vous avez un site qui est absolument merveilleux. Il y a un plan interactif où on voit à peu près le nombre de parcs que vous avez. On en a une centaine. On a des toilettes chimiques, une soixantaine, un peu plus. Bon, je ne détalerai pas, là, mais je suis inquiète parce que c'est le plus petit budget de la ville, 2024 puis 2025 aussi. J'ai hâte de voir 2026, mais je vous le dis, vous allez devoir vous battre pour nous parce que nous, on va aller au parc parce que là, moi, je suis privée. J'y vais plus, pratiquement plus. Parce qu'on ne peut pas les mettre au niveau. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour votre intervention. Mais vous avez travaillé fort. Merci. Monsieur, oui. Je veux juste mentionner qu'on est très conscient qu'on est ambitieux, mais le but visé d'avoir un plan directeur qui vient nous le mettre en mots, ça nous aide par la suite à justement utiliser ces mots-là et vous faites bien de le mentionner, parce que notre but, c'est d'être le porte-voix, puis ceux qui portent l'analyse vers les élus qui sont bien au courant et bien au fait de l'ensemble des priorisations qui sont à faire dans la ville. Mais effectivement, le plan est sur 10 ans, donc c'est ambitieux. On est conscient qu'il faut en mettre plus, mais de le mettre en mots depuis 2018, ça vient nous remettre un peu les lunettes en face des trous, puis être aux nouvelles tendances aussi parmi les autres grandes villes au Québec. Et après ça, ça va devenir des choix politiques. Jean-François Aubin, bonjour. Bravo pour le travail, premièrement. 3 courtes questions. Il était mentionné tantôt qu'il y avait un objectif que la canopée couvre 30 % du territoire. Actuellement, on en est où à peu près en pourcentage? Oui, c'est ça. Je me demandais si... Guillaume, est-ce que vous aviez cette donnée-là? Moi, je n'ai pas cette donnée sur l'ensemble du territoire. C'est de l'intégrer, en fait, dans les parcs, mais je n'ai pas la donnée sur l'ensemble du territoire. OK. Faudrait demander à l'urbanisme qui ont cette information-là. Je me permets de suggérer que ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'avoir comme donnée pour un tel plan directeur. M. Aubin, oui. François, l'aménagement du territoire là, qu'on pourra voir, c'est un bon point qu'on pourrait intégrer de notre... oui, c'est ça. Parce que quand on voit cet objectif-là, vous avez mentionné, on se dit, oui, mais c'est quoi le chemin qui nous reste à parcourir, là? Exact. Deuxième question, c'est comment vous avez évalué la question plus sous l'angle territorial? On le sait que pour différentes raisons, il y a des secteurs de notre ville qui sont beaucoup moins pourvus en espace vert et en parc que d'autres. Est-ce que ça, c'est dans le plan directeur, est-ce qu'on retrouve cette dimension-là? Parce que c'est pas vrai que tous les secteurs sont également pourvus, là, on le sait tous, là. Fait que... Oui, bien, excellente question. Là. Mais effectivement, lorsqu'on a fait le diagnostic, en fait, dépendamment des typologies de parcs, on identifie ce qu'on appelle un rayon de desserte, là, donc une espèce de rayon d'influence. Donc, plus le parc est important, nécessairement, plus son influence est grande. Donc, on a
spatialisé, c'est les parcs puis les rayons. Donc, ce qui nous a mené après ça à une analyse, là, puis à l'identification de manquements dans certains secteurs. Donc, comme tantôt on mentionnait, dans les secteurs centraux, on manquait de certains types de parcs. En revanche, on avait d'autres parcs qui étaient surreprésentés, entre guillemets. Donc, oui, on a fait par secteur là, cette analyse-là en fonction de leur rayon de desserte. Là. OK. Merci. Un commentaire, question là, qui a joint entre autres l'intervention de Mme Goron. J'étais un peu étonné de ne pas vous entendre du tout parler de vandalisme, parce qu'on entend régulièrement parler dans les parcs de vandalisme, des toilettes chimiques passées au feu, toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens, mais qui semblent être un problème réel. On peut bien entretenir l'équipement, là, mais si le monde y met le feu dedans, on n'est pas plus avancé. Là. Fait que, est-ce que ça fait partie du plan directeur? Oui, excellent point, encore une fois. En fait, c'est des éléments qui sont ressortis aussi beaucoup dans les consultations citoyennes ou dans les démarches participatives. C'est des éléments qui ont été pris en compte, qui ont été identifiés là, dans le diagnostic. Puis, on a identifié aussi des axes d'intervention par rapport à ça, surtout par rapport à la sécurité. Après ça, il y aura des actions là, qui vont découler de ça, notamment amélioration de l'éclairage, entre autres, là, ou le principe de eyes on the street. Là. Donc, il y a différentes actions là, qui pourront être proposées, mais c'est un bon point, puis ça a été considéré là, dans le plan directeur. Merci. Donc, j'avais monsieur et ensuite madame derrière. Bonsoir, mon nom est Marc Séguin, je suis du district Châteaudun. Pas tant des questions que quelques commentaires. D'une part, le plan directeur tel qu'il a été présenté et tel qu'on a pu en prendre connaissance m'est apparu un excellent travail. Je n'ai pas repéré d'angle mort là, pour ma part, donc ça répond exactement à ce que moi je souhaite comme plan directeur. Puis, comme il a été mentionné dans la présentation, l'utilité de ça, c'est d'établir la cohérence de l'action de la Ville, d'aider à prendre des décisions. Et c'est la raison pour laquelle on s'est présenté ici ce soir, mon épouse et moi et des amis, c'est qu'on a encore vu récemment qu'il y avait un projet de développement dans le boisé des Estacades. Puis c'est un espace naturel de toute beauté et qui devrait être préservé. Je me dis, dans le passé, des erreurs ont été commises dans l'aménagement de la ville, comme dans toutes les villes dans notre pays, et surtout les villes industrielles comme la nôtre. On ne pourra pas tout réparer, mais on pourrait ne pas commettre d'autres erreurs. Je souhaite qu'un plan aussi bien détaillé, aussi bien construit, qui permet d'aider et de prendre des décisions, va aider nos dirigeants politiques à faire preuve de cohérence dans les décisions qu'ils auront à prendre. On parlait d'un horizon de 10 ans. L'horizon est beaucoup plus que 10 ans dans l'état actuel de l'environnement, des besoins qui sont les nôtres et de la préservation de notre espace de vie. On ne pense pas que c'est pas incompatible de penser le développement urbain tout en préservant la qualité de l'espace, des espaces naturels. Voilà. Bravo pour le travail. Puis, l'intervenant précédent disait ça va relever du domaine politique de prendre les bonnes décisions. C'est ce qu'on souhaite à nos dirigeants, en effet, de bien s'inspirer des documents qu'on leur aura préparés. Merci. Merci, M. Séguin. Madame. Bonsoir, Isabelle Deschaines de l'Association des propriétaires de chiens de Trois-Rivières. Ma question est probablement trop spécifique à ce moment-ci du plan, mais j'aimerais savoir s'il y a quelque chose de prévu pour nos amis canins en matière de parc. Assurément, ça fait partie des composantes de parc. D'ailleurs, on a des projets qui sont déjà en fonction depuis qu'on s'était rencontrés ici pour une dernière consultation sur les parcs en général.
Il y a des projets qui ont été déposés tout récemment. La première étape était de faire l'inventaire des parcs canins et des parcs à chiens qu'on a actuellement pour voir comment on peut les améliorer. Mais c'est sûr que dans le projet à long terme, on regarde pour être capable de faire comment on peut améliorer la situation des parcs canins à Trois-Rivières. C'est un projet qui est tout récent et qui vient tout juste d'être déposé. Là, je ne pourrais pas me prononcer sur la finalité, mais les élus, ça a fait partie de notre dernier comité loisirs d'avoir un diagnostic sur l'état des infrastructures qui servent aux chiens dans nos parcs. De façon complémentaire à cette même rencontre-là, on a sensibilisé les élus à l'importance d'investir pour l'amélioration et la poursuite de l'analyse des besoins pour justement du développement au niveau des parcs canins. Donc, on est dans le même processus qui s'intègre très bien à l'intérieur du plan directeur. On peut s'attendre à avoir des nouvelles dans 6 mois, 1 an? Là, les nouvelles sont qu'on est en mode vraiment de mise à niveau de l'état actuel des infrastructures, des équipements qu'on a. Donc, ça va se faire dans le courant de l'année prochaine. Donc, un coup, on va avoir standardisé, on va relancer le projet d'études pour le développement d'un nouveau parc canin du côté de l'Ouest, parce que ce côté-là n'est pas encore desservi. Donc, je vous dirais, moi, je suis 3 ans. Merci. Je crois que je n'avais plus de questions en salle. Oui? Est-ce qu'il reste du temps? Oui, on peut prendre encore 1 ou 2 interventions, là. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Pierre Perrault, je demeure à Trois-Rivières Centre. Je suis pas mal préoccupé et intéressé par les espaces verts et les parcs. Je passe pas mal de temps là. J'ai même marché avec cette dame pour explorer des sentiers. Peut-être je vais être à côté de la traque dans une question que je me pose. J'ai lu le document, un peu comme le monsieur disait tantôt. Espace vert et parc, c'est plutôt vert. Puis j'ai remarqué qu'on n'a pas parlé dans le document, puis mis ce soir, à moins que j'ai dormi, là, de piscine. Je me demande s'il y a un casier spécial ou s'il y a une attention particulière qui est mise sur les piscines. On ne veut pas qu'une piscine soit verte, évidemment. On veut qu'elle soit bleue. Là. Ça, j'ai compris ça. Fait que c'est juste une interrogation, une question que je me posais. Ça se peut que je sois complètement hors d'ordre avec ça, puis que vous disiez s'il y a une piscine dans un parc, ça fait partie de la patente. Là. Mais je me demandais s'il n'y avait pas un créneau ou une attention spéciale à mettre sur les piscines. On sait qu'il y a un débat à Trois-Rivières sur le manque de piscines depuis des années. Alors, c'est une question que je me posais. Puis j'en ai juste une autre après ça. Là. En fait, on retrouve, est-ce que c'est écrit piscine? Non, puisque le but du plan directeur est d'être plus macro. Oui. Cela dit, dans l'orientation 2, quand on parle de restructurer l'offre en parc, en équipement et en infrastructure en fonction de la planification, la réévaluation des besoins, l'ajout, le remplacement, le retrait d'équipements, c'est un axe stratégique très concret. Il y a 2 ou 3 ans, on a déposé un cadre stratégique de gestion des infrastructures aquatiques, à l'intérieur duquel on a mis en projet de renouveler notre offre, de l'améliorer, parce que ne pas se fier uniquement à l'achalandage actuel, mais bien devoir à bonifier nos infrastructures pour justement les rendre plus attractives. Et ça, c'est en cours. D'ailleurs, on a des projets de réfection dans plusieurs de nos piscines. Malheureusement, il faut passer par des fermetures pour qu'elles réouvrent mieux et plus belles. On est dans cette mouvance-là actuellement. Donc, ça fait partie. Absolument. Oui, okay. Une autre question que je me posais, je me demandais si il n'y avait pas un lien à faire davantage entre les infrastructures de la ville et les infrastructures propres au milieu scolaire. Cégep, université, polyvalentes, vous les connaissez, les grandes polyvalentes, ils ont des terrains immenses pour toutes sortes de sports. Là. Parce qu'il est question à l'orientation 5 et à l'orientation 4 de développer pour que la ville devienne un lieu attractif pour des grands événements sportifs, etc. Il est question à l'orientation 5 de partenariat, puis de travailler avec les partenaires. Pardon. Je me demandais s'il n'y avait pas un créneau un peu spécifique à mettre sur ce partenariat-là. Le carrefour des savoirs, c'est quelque chose qu'on entend depuis 5-6 ans à Trois-Rivières. Puis, je n'ai pas vu beaucoup de liens, puis peut-être que je suis hors d'ordre, là. Puis
dites-moi là, puis ça va faire, là, ça va être correct. Merci, M. Perrault. Oui? Peut-être qu'on est peut-être trop discret, mais on a une très bonne relation, une très belle relation avec notre centre de services scolaires, qui en passant est très rare entre les grandes villes et leur centre de services scolaires. On a une entente qui permet justement d'avoir une mutualisation dans les services, dans les soutiens. Également avec le Cégep, l'université, on a des ententes. On a un nouveau protocole d'entente avec l'université également qui va faire en sorte que on va être en mesure d'identifier comment on peut avoir un meilleur partage de l'ensemble de l'œuvre, autant de leur installation, les nôtres, mais le développement aussi de la ville. Donc, il n'est pas précis, mais on le retrouve énormément dans notre quotidien. Okay. C'est précieux ce qu'on a comme relation avec nos partenaires. Il n'y a absolument rien à dire contre cette collaboration-là. OK, c'est parfait. Une dernière chose par rapport, on a parlé de taxes tantôt, puis d'investissement, puis de dépenses. Là. Moi, j'ai l'impression que dans les 10 dernières années, il y a eu des gros 50, 80, 100 millions qui ont été mis sur 3-4 grandes structures. Vous savez lesquelles, le Colisée, puis l'amphithéâtre, puis les courses automobiles aussi. J'ai l'impression, moi je ne suis pas inquiet là, avec le travail que vous avez fait, puis l'influence auprès du conseil. On a un représentant ici, Dany, ce soir. J'ai l'impression qu'on est rendu là, à prendre les sous, là, puis à les investir pour des affaires qui sont plus quotidiennes, qui sont plus proches des besoins de la population de tous les âges. Moi, je ne vais pas au Grand Prix, je ne suis pas allé au Lyon, ce n'est pas une question de budget. Il y a eu beaucoup de pression gentille qui a été mise par des médias, des gens de la ville, des gens du conseil municipal. Yo-ho, les amateurs de sport, allons donc voir les Lions, ça n'a pas d'allure, il y a juste 2000 personnes. Je me sentais un peu visé comme amateur de sport. Je m'entraîne 5-6 fois par semaine, mais je ne vais pas au Lyon. Il y a d'autres besoins. Puis ce que vous faites, ça répond à ces besoins-là. Je vous remercie de faire ce que vous faites, puis je pense qu'on est rendu là. Merci, M. Perrault. J'ai Mme Rochelot qui est à distance depuis un moment. Donc, Mme Rochelot, en second tour de parole, s'il vous plaît. En fait, ma question repose plutôt sur le plan d'action. Maintenant qu'on a un plan directeur, j'imagine qu'on va le mettre en œuvre. Je voudrais savoir, est-ce qu'on va favoriser vétusté ou absence de parc? Comme, par exemple, moi, j'habite le secteur Les Forges, qui est la partie la moins bien desservie de la ville en termes de parc. Par contre, on a une belle canopée. Mais est-ce que ça va être la vétusté, en tout cas, qui va être favorisée, ou c'est l'absence de parc? Est-ce qu'il va y avoir des attaques des deux côtés? Donc, est-ce qu'on va essayer à la fois de renouveler et d'instaurer de nouveaux parcs? Donc, je me demandais quelle était l'orientation qui était pour être à prendre. Et outre le fait de souligner l'excellent travail que vous avez fait, j'aimerais aussi féliciter tous les citoyens qui se sont impliqués dans la rédaction et dans soumettre des mémoires, ou qui ont participé d'une façon ou d'une autre aux ateliers qui ont été offerts par la Ville pour élaborer ce plan-là. Je pense que les citoyens aussi, il faudrait les mentionner. Merci. Effectivement, c'est un apport important. Oui, en fait, naturellement que ce sont des choix politiques qui devront être faits, mais de façon générale, ce qu'on essaie de faire, c'est du maintien, de l'amélioration des infrastructures qu'on a d'abord, mais comme on dit, on est capable de marcher et mâcher de la gomme en même temps. Cela dit, ça fait partie des recommandations qu'on fait lorsqu'on dépose, parce qu'on a des enveloppes budgétaires pour de l'amélioration, pour des projets, et lorsqu'on dépose le tout aux élus pour décision, ben, c'est certain qu'on essaie de regarder les deux côtés. S'il y a un manque réel qui est avéré et que l'analyse qui en découle mentionne qu'il faut intervenir, ben, c'est les recommandations qu'on fait. Mais de l'autre côté, naturellement, qu'on est conscient que le maintien de l'ensemble des infrastructures est un enjeu actuellement, là. Fait qu'on va essayer d'aller des deux côtés en termes de recommandations à nos élus.
Merci, M. Champagne. On arrive au terme de la période de questions. On s'était donné environ 1 heure. On y arrive à peu près. Donc, je tiens à vous remercier tous et toutes en salle et à distance pour votre contribution ce soir. Il y a des gens que j'ai vus dans différents ateliers, donc votre contribution pour l'ensemble de la démarche du plan directeur de participation publique. On est heureux de constater qu'il a été bien accueilli par l'ensemble des intervenants ce soir. Donc, c'est toujours bien de voir cet accueil-là. Donc, si jamais vous avez des commentaires, des questions par rapport au projet de plan directeur, vous pouvez les adresser au 3-1. Ça va être acheminé à l'équipe projet. Donc, vous pouvez écrire au 3-1 ou sinon téléphoner au 3-1 pour y acheminer là, vos questions, vos commentaires. Sinon, les gens là, qui se sont inscrits, là, vous pouviez, on va rester donc en contact là, pour les gens qui souhaitaient être informés pour la suite de la démarche. Vous allez avoir une rétroaction là, au moment de l'adoption. Donc, vous allez être tenu au courant du cheminement du dossier. Donc, merci encore. Je souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci.